Dans les années 50, après l'incident de Roswell au Nouveau-Mexique, de nombreuses personnes de par le monde ont affirmé être entrées en contact avec des extraterrestres. Certains les auraient vus de près, d'autres seraient montés à bord de leur vaisseau. D'autres encore disent avoir dialogué avec ces êtres venus d'ailleurs. Si la plupart des faits rapportés étaient en fait des mystifications, le doute planait encore sur quelques-uns d'entre eux, jusqu'à maintenant. 2 hommes vivant à 800 km l'un de l'autre ont fourni de nombreuses vidéos montrant les rencontres rapprochées qu'ils ont vécues. Alors là, j'ai mis la caméra en mode infrarouge. J'avais jamais vu ça. Ils voient des disques, des lumières et des sphères étranges. J'ai conduit jusqu'à la sphère qui s'est divisée en 2. Ils perçoivent tous les deux une communication. Je suis convaincu que tout cela mènera à une rencontre avec une entité biologique. Présenteraient-ils tous les deux la même anomalie médicale? Il y a effectivement une anomalie. Leurs documents vidéo, présentés pour la première fois à la télévision, et leurs analyses médicales apporteront-ils des preuves tangibles qu'un contact extraterrestre a été établi? J'ai eu des contacts toute ma vie. Voici l'affaire 58105, contact extraterrestre. Le 5 septembre 1977, la sonde spatiale Voyager 1 quitte la Terre en direction de Jupiter, Saturne et même au-delà, avec à son bord du matériel technologique de pointe. La sonde transporte également un disque de cuivre recouvert d'or de 30 cm de diamètre, sur lequel sont encodées 115 images, des salutations en 55 langues, des sons naturels de phénomènes atmosphériques, d'océans et de cris d'animaux, sélectionné par une équipe d'astronomes dirigée par Carl Sagan. D'après la NASA, ce disque d'or porte un message de bienvenue pour toute forme de vie que la sonde pourrait croiser sur son chemin. Le disque est accompagné d'instructions visuelles nécessaires à sa lecture et au décodage des images qu'il contient. Il contient également une carte des pulsars indiquant l'emplacement de notre Soleil grâce à un code mathématique. 30 ans plus tard, Voyager 1 transmet encore des données à la Terre. Mais au cours de son voyage de plus de 14 milliards de kilomètres, elle n'a toujours pas rencontré le moindre signe de vie extraterrestre, pour autant que l'on sache. Pendant que Voyager poursuit son voyage dans l'espace, l'homme utilise une technologie de plus en plus pointue pour établir un contact avec une forme d'intelligence extraterrestre. Depuis 1961, les grands astronomes et scientifiques du monde entier travaillent à un programme nommé SETI, qui se concentre sur la recherche d'une intelligence extraterrestre. Il a pour mission d'explorer, de comprendre et d'expliquer l'origine, la nature et la prévalence de la vie dans l'univers. L'une de ses principales installations, le Allen Telescope Array, souvent abrégé en ATA, situé à Hat Creek en Californie, à 465 km au nord-est de San Francisco, est un groupe de radiotélescopes conçu en partie pour sonder des milliers d'étoiles à la recherche de signaux radio ou électroniques dans l'espace. L'équipe commence son enquête sur les contacts extraterrestres à l'ATA, où elle rencontre l'astronome Seth Shostak. L'idée, c'est que toutes ces antennes, quand elles sont interconnectées, peuvent agir comme une seule grosse antenne. C'est une gigantesque oreille métallique que nous tendons vers les étoiles dans l'espoir de capter un signal quelconque. Tout ce que nous avons découvert sur l'univers dans les 40 dernières années porte à croire que ce qui s'est passé sur notre planète n'est peut-être pas un miracle. Vous pensez qu'il y a de la vie dans l'univers? Nous sommes de plus en plus optimistes. Les probabilités sont assez élevées. Mais avant d'espérer capter un signal authentique, il faut faire le tri pour écarter les signaux qui proviennent de la Terre, comme ceux des satellites du gouvernement, des satellites de communication et les radars d'avions ou d'aéroports, ou toute autre interférence de sources humaines, comme les signaux de radio et de télévision. Le processus entraîne parfois ce que le SETI qualifie de fausses alertes, c'est-à-dire des signaux qui donnent à tort l'impression de provenir de sources extraterrestres. Une des alertes les plus controversées du programme SETI
a probablement été le signal WAHU, détecté le 15 août 1977 à l'Université de l'Ohio. L'astrophysicien Jerry R. Ehman avait détecté le signal sur un imprimé d'ordinateur, l'avait encerclé et avait écrit WAHU dans la marge. Il avait été stupéfait de constater à quel point le signal ressemblait à l'idée qu'on avait d'un signal extraterrestre. Le signal puissant, qui avait duré 72 secondes, possédait plusieurs caractéristiques qui le distinguaient des signaux venant de la Terre ou du système solaire. Moins d'une minute après l'interception du signal radio, un deuxième récepteur s'est mis à scruter le même point dans le ciel à la même fréquence radio, mais il n'a rien détecté. Quand un signal n'est perçu qu'une seule fois, ce n'est pas de la science. Mais la disparition du signal semble pouvoir se justifier. En supposant qu'une balise extraterrestre émette un signal intermittent, il aurait fallu que les télescopes soient pointés sur le point d'origine jusqu'à l'arrivée du signal suivant. Mais les scientifiques n'ont aucune idée de la durée du cycle. Il pourrait donc s'écouler plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, et même plusieurs années entre chaque signal. Étant donné que les scientifiques du réseau SETI orientent leurs antennes vers des zones d'intérêt qui changent de jour en jour, une transmission peut passer inaperçue. Plusieurs tentatives ont été faites depuis ce jour pour retrouver le signal WAHU, mais sans succès. Et la science attend encore une explication. Il y a des gens qui, comme moi, croient qu'il y a une forme de vie intelligente dans l'espace, et ils y croient assez pour chercher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au laboratoire de l'ATA, l'équipe se familiarise avec les méthodes employées par les scientifiques du SETI pour chercher des signes de contact extraterrestre. S'il y a 56 millions de canaux et qu'on les sonde une fois par seconde, on obtient 56 mégaoctets de données à la seconde. Nous avons de nombreux points communs avec Seth Shostak et les gens du SETI. Au fond, nous recherchons la même chose, une preuve qu'on a des voisins dans l'espace. Vous dites qu'ils sont là-haut, et nous qu'ils sont déjà ici. On devrait pouvoir trouver un terrain d'entente. Le réseau comptera bientôt 350 télescopes et outils qui permettront de sonder plus de 10 000 étoiles et de recueillir dans les 20 prochaines années 1000 fois plus de données que n'en ont accumulé à ce jour tous les projets mondiaux combinés. Avec cette puissance, les experts du SETI espèrent intercepter un premier signal extraterrestre d'ici 2025. La probabilité scientifique d'un contact extraterrestre ayant été établie, l'équipe part à la recherche de preuves matérielles que ce genre de contact est déjà courant sur Terre. Ils ont repéré 2 hommes affirmant avoir été contactés. Ces 2 hommes vivent dans 2 villes différentes et ont filmé de mystérieuses sphères colorées près de leurs résidences respectives. Ils pensent que les extraterrestres chercheraient à entrer en contact avec eux. Les contacts avec des extraterrestres sont souvent qualifiés de rencontres rapprochées, qui ne sont pas toutes identiques et sont divisées en 5 catégories en fonction de leur intensité. Une rencontre du premier type correspond à l'observation d'un engin étrange ou de lumière qui ne s'apparente à aucune technologie humaine, à une distance de 150 mètres ou moins. Une rencontre du deuxième type comporte des effets physiques vus ou ressentis comme de la chaleur, des radiations, une paralysie temporaire ou des interférences dans les signaux télé ou radio. Le troisième type implique l'observation d'êtres vivants de très près. Le quatrième type est l'enlèvement. Et le 5e type correspond à la communication, une connexion complète et réciproque entre un extraterrestre et un être humain. Suffolk, en Virginie. C'est ici que vit Terrell Copeland, 25 ans, un ex-membre du corps des marines. Il a vécu récemment plusieurs rencontres rapprochées avec des sphères de lumière en pulsation qui semblent se manifester à lui de plus en plus souvent. D'après lui, il ne s'agirait pas d'appareils militaires venus de la base aéronavale voisine. Au cours des 8 dernières années, Terrell a vécu des rencontres semblables à 3 endroits différents. À la base navale du Nord-Ouest, près de Chesapeake, chez ses parents à Suffolk et juste devant son propre domicile. Cette histoire, c'est plus que quelqu'un ayant vu des objets lumineux dans le ciel. Ces objets l'observent également et semblent s'intéresser particulièrement à lui. D'après moi, il se passe quelque chose.
Je me suis engagé dans l'armée en 2000, juste après le lycée. Nous avons été formés à l'observation. J'ai vu des avions que le civil lambda n'a jamais vus. Au cours de l'hiver 2000, Terrell a vécu une expérience qui allait changer sa vie. Entre 3 et 4 heures du matin, à la base navale du Nord-Ouest, près de Chesapeake, Terrell voit un objet mystérieux survoler la base, la balayant de faisceaux lumineux. J'ai vu une lumière. J'ai d'abord pensé que c'était un hélicoptère, mais il n'y avait aucun bruit et il n'était qu'à 30 mètres de moi. La lumière était d'abord jaune, puis elle a viré au vert fluo. C'était une soucoupe volante. Elle était de forme ovale. Terrell Copeland a fait une rencontre rapprochée du premier type. Une observation directe d'un ovni à moins de 150 mètres. Il n'est pas rare que des observations d'ovnis soient signalées dans la baie de Chesapeake. C'est d'ailleurs dans cette région qu'un ovni a été vu pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, fait rapporter dans une lettre envoyée à Thomas Jefferson en 1813. Le 31 juillet 1813, Edward Hansford, propriétaire de la Washington Tavern à Portsmouth en Virginie, déclare avoir vu ce jour-là, je cite, « une boule de feu aussi grande que le soleil et qui changeait de forme au fur et à mesure qu'elle montait ou descendait. » On ignore si le président Jefferson a jamais eu connaissance de cette lettre. Mais cette dernière existe bel et bien et reste le témoignage de l'existence de phénomènes étranges dans cette zone. Depuis 2 siècles, la zone fourmille d'activités de ce genre. D'ailleurs, pour 2005 et 2006, on compte 12 rapports d'observation. Le 29 janvier 2006, le journal local, le Virginian Pilot, mentionnait des objets volants en formation au-dessus de Virginia Beach, effectuant des changements brusques de direction. Le journal mentionnait également qu'on avait signalé des formes volumineuses et brillantes survolant ce folk. Dans la plupart des cas, il s'agissait d'observations lointaines. Mais Terrell Copeland, lui, a pu observer les objets de beaucoup plus près. Pour lui, il ne fait aucun doute que ces engins ne sont pas de conception humaine. Quand avez-vous commencé à penser que cette technologie venait d'ailleurs? Ma première observation remonte à 2005. La seconde rencontre de Terrell a lieu sur une période de 3 jours, à la fin du mois d'octobre 2005, près du domicile de ses parents à Suffolk. Le 27 octobre, aux alentours de 19 h, il voit une sphère bleue qui se déplace dans le ciel. Il est certain qu'il ne s'agit ni d'une planète ni d'une étoile. Quand la sphère réapparaît 2 nuits plus tard, le 29 octobre, il tente de la suivre. J'ai tenté de la suivre en voiture. Je voulais savoir ce que c'était, mais elle a disparu. La 3e nuit, soit le 31 octobre vers 23 h, l'objet réapparaît en pleine nuit. Cette fois, Terrell est prêt. Il prend sa voiture et suit l'objet jusqu'à un centre commercial désert. Ce qui se produit ensuite le laisse en état de choc. La sphère s'est divisée en 2 sphères. Quand elle est passée au-dessus de moi, j'ai pu constater que l'objet était plus gros que le centre commercial où je me trouvais. À Suffolk, en Virginie, fin octobre 2005, Terrell Copeland aperçoit à 3 reprises une étrange sphère de couleur bleue. J'ai suivi la sphère en voiture et elle s'est divisée en 2. La 3e nuit, le 31 octobre, il a suivi le globe jusqu'à un centre commercial désert où une chose incroyable s'est produite. Il va bientôt vivre sa 2e rencontre rapprochée avec les extraterrestres. Le vaisseau triangulaire étant stationnaire à 150 ou 200 mètres au-dessus de Terrell. Il remarque que les 2 sphères sont en réalité 2 lumières intégrées au vaisseau. Par la suite, Terrell déclarera au journal Virginian Pilot « J'ai d'abord cru que c'était un avion furtif, comme le bombardier de l'Air Force qui échappe au radar. Mais quand j'étais militaire, j'ai vu de nombreux appareils, et nous n'en avons pas d'aussi grands. » Terrell a observé des ovnis de nombreuses fois, toujours à moins de 150 mètres. C'est ce qu'on appelle des rencontres du premier type. Ces observations répétées me laissent penser que ce n'est pas juste une histoire de vision d'ovnis, mais qu'on a cherché un contact. 1 an et demi plus tard,
Terrell fait une autre rencontre rapprochée qui, d'après lui, est bien différente. Le 5 mars 2007, à environ 20h05, il sent une présence devant chez lui. Il se saisit de sa caméra et sort. Il va voir une chose incroyable. Il y avait deux objets à environ 10 mètres de moi. Les deux objets flottent sur place. Puis l'un commence à se comporter de façon très étrange. C'était une grande sphère qui changeait très rapidement de couleur. Pour de nombreux ufologues, ces changements de couleur seraient une façon de communiquer. C'est ce que je crois. Ces changements de couleur sont-ils une sorte de code morse? Est-ce une forme de communication que les extraterrestres utilisent pour nous contacter? Terrell a-t-il assisté à une communication entre les deux objets ou ces derniers ont-ils tenté de communiquer avec lui? L'équipe se rend sur les lieux pour tenter de mieux comprendre. Voilà l'endroit exact où ça s'est produit le 5 mars 2000. Il y avait une sphère qui dégageait une lumière blanche juste au-dessus de ce bâtiment. J'ai regardé dans cette direction et j'ai vu un autre objet. Le deuxième objet se met à changer de couleur rapidement. Pour Terrell, ces signaux trépidants étaient une façon pour l'engin de communiquer avec l'autre sphère monocolore qui se trouvait au-dessus du bâtiment. Mais il se déplace et s'aperçoit alors que l'autre objet le suit. Quand je suis revenu à ma voiture, l'engin s'est positionné à environ 10 ou 15 mètres au-dessus des arbres. Puis j'ai arrêté de filmer et l'objet est parti parce que, d'après ce que j'ai vu, un hélicoptère de l'armée approchait. L'hélicoptère est arrivé et les objets ont disparu. Oui, j'ai regardé vers l'hélicoptère, puis j'ai vu que l'objet était parti. Terrell est un ancien marine. Il a l'habitude d'observer. Il connaît tous les types d'appareils militaires. S'il me dit qu'il a vécu une expérience qui a changé sa vie, je suis prêt à le croire pour ces raisons-là. Mais je trouve tout de même étrange que nous soyons si près d'une base militaire. Terrell a donc visiblement vécu plusieurs rencontres rapprochées, mais l'équipe doit aller plus loin. Ces vidéos sont envoyées au docteur Ted Ackworth qui doit les analyser. Pendant ce temps, Bill et Pat continuent de mener l'enquête sur les rencontres de plus en plus rapprochées vécues par Terrell. Après avoir filmé ces rencontres en mars 2007, Terrell reçoit la visite d'un étrange individu. Cette personne n'a pas parlé des vidéos tout de suite. Il semblait s'intéresser à moi. Il m'a dit qu'il travaillait pour l'armée et il m'a posé une drôle de question. Il m'a demandé si j'étais prêt à entendre la vérité. J'ai dit « oui, bien sûr ». Alors il m'a dit qu'il connaissait personnellement les extraterrestres. Après cette longue conversation, je me suis assoupi en lisant un livre. Puis j'ai été réveillé par quelqu'un qui essayait d'entrer chez moi. Mon premier réflexe a été de me lever et de prendre mon arme. J'ai entendu distinctement une voix me dire que je n'avais pas besoin de prendre cette arme. Je sentais le livre dans ma main. Je sentais que j'étais assis dans le canapé, mais j'étais incapable de bouger. Quand j'ai enfin pu bouger mes membres, j'ai ouvert la porte, mais personne n'était là. Après avoir parlé avec cette personne, j'ai vécu quelque chose que je n'aurais jamais cru vivre. Ce qu'on appelle un épisode de temps manquant. Cette nuit-là et la nuit suivante, je me suis réveillé à 3h08 du matin. Je ne me souviens pas d'avoir fait un cauchemar. Je me suis levé tout de suite et l'instant d'après mon réveil indiquait 5h. L'heure à laquelle je me lève d'habitude. Il n'est pas rare que des personnes ayant été enlevées ou simplement contactées par des extraterrestres signalent des épisodes de temps manquants. Ces personnes affirment se trouver dans un endroit au moment de l'événement et se retrouver ensuite ailleurs sans comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Une paralysie temporaire est un indicateur de rencontre rapprochée du deuxième type. Un laps de temps manquant est signe d'un enlèvement par des extraterrestres, ce qu'on nomme rencontre du quatrième type. Était-il sur le point de communiquer avec eux?
Ce que je crains, c'est qu'une personne un peu bizarre ait contacté Terrell et lui ait mis des idées en tête. Donc cette personne vous a contacté et vous a présenté le contact entre les humains et les extraterrestres comme un but ultime. J'ai le sentiment qu'on vous a recruté. Il y a une branche du gouvernement qui vous a recruté. Et je crois que vous êtes un hybride entre un humain et un extraterrestre. Bien que la notion d'hybride entre des humains et des extraterrestres soit hautement controversée et n'ait pas été prouvée, certaines personnes contactées par des extraterrestres affirment avoir développé des anomalies physiques peu après leur contact supposé. C'est très étonnant, mais en même temps, pas tant que ça. Car la raison pour laquelle je ne suis plus dans l'armée, c'est que j'ai un problème sanguin inexpliqué. Le sang de Terrell présente un taux anormalement élevé d'une enzyme nommée créatine kinase, qui généralement révèle un problème musculaire. D'après le bilan médical effectué par l'armée, le taux de créatine kinase dans le sang de Terrell s'élève à 2000 unités par litre de sang. Chez une personne en bonne santé, il dépasse rarement les 200 unités par litre. Mais on ignore ce qui a causé ce taux si élevé dans le sang de Terrell. Aucun des médecins militaires n'a su établir de diagnostic à l'époque. Cela les laissait très perplexes. Les médecins militaires n'ayant pu trouver la cause du taux élevé de cette enzyme, Terrell a été démis de ses fonctions après seulement 2 ans de service, peu de temps après ses dernières observations d'OVNI. Comment peux-tu conclure que c'est un hybride? Tu n'as pas peur de tirer des conclusions un peu hâtives? Il est en train d'apprendre à se connecter à l'extraterrestre en lui. Tu sais, je crois que tu ne l'aides pas. Tu es en train de lui dire qu'il peut appeler les ovnis, que c'est un hybride. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Tu jettes de l'huile sur le feu. On a vu la vidéo, tu l'as vu toi aussi. Il entend des voix, il parle avec des inconnus par messagerie instantanée, il reçoit des instructions par email. Enfin, Bill, ça devrait t'inquiéter un peu plus que ça. Les hybrides existent peut-être ou pas, mais je crois qu'il est trop tôt pour parler de ça. Bill est trop enthousiasmé par le phénomène OVNI. Il n'a peut-être pas remarqué que Terrell a eu une expérience et qu'il posait des questions pour avoir des informations objectives. Les rencontres rapprochées vécues par Terrell sont-elles les prémices d'une rencontre rapprochée du 5e type, c'est-à-dire un véritable contact avec les extraterrestres? L'équipe conclut qu'elle doit analyser encore les vidéos de Terrell et trouver une explication à ses problèmes sanguins. L'équipe poursuit son enquête, tandis que Terrell passe une batterie de tests visant à savoir quels effets inconnus peut induire son anomalie sanguine. Cette vidéo prise par Michael Lee Hill de Cleveland dans l'Ohio sur les eaux du lac Erie serait-elle une autre tentative de contact par les extraterrestres? Et quels sont ses points communs avec la vidéo prise par Terrell Copeland à 800 km de là? Ce que nous voyons ici a les mêmes caractéristiques de vol que d'autres objets que nous avons vus ailleurs. L'équipe enquête actuellement sur le cas de Terrell Copeland. Celui-ci a filmé 2 ovnis qui auraient essayé d'entrer en contact avec lui. Peu après, il a reçu la visite d'un étrange individu et a vécu une expérience de temps manquant. L'équipe pense que tout cela est le signe d'un premier contact avec les extraterrestres. Mais les histoires de contacts extraterrestres ne datent pas d'hier. Certaines se seraient déroulées il y a plusieurs siècles. En 1758, le Suédois Emanuel Swedenborg publie « Des terres dans notre monde solaire » où il narre ses voyages extraterrestres. Il y affirme avoir voyagé à travers le système solaire et avoir vu des êtres vivants sur Saturne, Mars, Vénus et de nombreuses autres planètes. Il est intéressant de noter que ces voyages ne l'auraient mené que jusqu'à Saturne, la plus éloignée des planètes connues à l'époque. En 1900, Théodore Fournoy, professeur de psychophysiologie à l'Université de Genève, a rapporté le récit d'Helen Smith, une médium qui affirmait avoir visité Mars. Durant une séance, le 22 août 1897, elle a écrit cette phrase en langue soi-disant martienne,
un langage qu'elle pouvait aussi parler. Elle continua toute sa vie à affirmer avoir eu des contacts avec les extraterrestres et a même réalisé une série de tableaux dépeignant ses expériences. À partir du XXe siècle, on recueille pour la première fois des témoignages de visites extraterrestres sur Terre. Le 11 mai 1957, dans le désert de Mojave, Wayne Zhao, un expert en renseignement militaire, voit se poser un engin. Il affirmera avoir établi un contact avec les êtres qui étaient à l'intérieur. J'étais à quelques mètres du vaisseau. L'expérience a duré toute la nuit et on m'a montré des choses qui concernent le futur de cette civilisation. À la suite de son expérience, Zhao a été interrogé plus de 2 heures par la CIA, qui a toutefois décidé de ne rien révéler de l'affaire. Mais certains témoignages récents sont assez inquiétants. 1983, Yorktown, dans l'État de New York. Une nuit, un ingénieur nommé John Falk aurait vu une masse sombre flotter au-dessus du nouveau réservoir de Croton Falls. L'objet aurait balayé le réservoir d'un rayon laser rouge, puis s'apercevant de la présence de Falk, il aurait émis un éclair de lumière blanche aveuglante. Il se réveille le lendemain matin sur le sol. En 1997, à Rancho Santa Fe, en Californie, les membres de la tristement célèbre secte Les Portes du Paradis soutiennent qu'ils sont en contact avec un vaisseau caché dans la queue de la comète Hale-Bopp et que la seule façon de survivre à la destruction de la Terre est de se suicider pour permettre à leur âme d'aller rejoindre ce vaisseau. Les allégations de contact extraterrestre ont évolué au fil des siècles, passant de communication et de visites pacifiques à des contacts violents et terrifiants. Mais quelle est la raison de cette évolution? Les rencontres récentes ne présentent-elles aucun danger ou annoncent-elles autre chose? L'équipe va à présent enquêter sur les dires d'un deuxième contacté. Cleveland, dans l'Ohio. Michael Lee Hill est un musicien âgé de 39 ans qui va souvent chercher l'inspiration sur les bords du lac Erie. Mais la nuit du 18 août 2006, il voit quelque chose qui va changer sa vie et qu'il va filmer. Durant les mois suivants, il filmera des sphères dont il ne peut expliquer l'origine sur le même lieu. Ces sphères sont-elles les mêmes que celles que Terrell Copeland a vues à plusieurs reprises en Virginie? Des sceptiques ont souligné que de nombreuses choses pouvaient expliquer la présence de ces sphères lumineuses, d'un véhicule de police à un avion. Mais pour les personnes contactées, le doute n'est pas possible. L'équipe se rend donc sur les bords du lac Erie afin de recueillir le témoignage de Michael. Bienvenue dans la réserve naturelle du lac Erie. D'après certaines personnes, ce que vous avez filmé, ce ne sont que des lumières de l'autre côté du lac. On ne voit même pas l'autre rive du lac, enfin. Il fait plus de 90 km de large. On dit aussi que ce seraient des avions ou des hélicoptères. Vous dites non, pourquoi? Nous sommes près de la centrale nucléaire de Perry. Et depuis les attentats du 11 septembre, il est interdit de survoler les centrales nucléaires. La centrale nucléaire de Perry est située à 55 km au nord-est de Cleveland. Depuis le 11 septembre 2001, des restrictions temporaires de vol sont en vigueur dans cette zone. D'après l'article 99.7 du Code des régulations fédérales, les pilotes doivent éviter de pénétrer dans l'espace aérien au-dessus et à proximité de sites tels que les centrales nucléaires, les barrages, les raffineries, les installations militaires et autres structures similaires. Ces objets ne bougent pas comme des aéronefs ordinaires, c'est ça? En effet, ils flottent. Ce sont des sphères solides, lumineuses et clignotantes. Que je sache, aucun aéronef n'est muni d'une grosse boule lumineuse. Surtout à côté d'une centrale nucléaire. Visiblement, les objets aperçus par Michael au-dessus du lac ne sont pas de simples aéronefs. L'équipe a de bonnes raisons de croire que les rencontres répétées de Michael sont similaires à celles de Terrell et pourraient être la preuve d'un essai de contact extraterrestre. La prochaine étape consiste à comparer les séquences vidéo et à déterminer depuis quand durent les expériences de Michael. On voit ici une des sphères dont je vous parlais. Ce sont simplement de grosses boules de lumière.
Bientôt, vous verrez un autre objet semblable arriver de la droite et se placer juste au-dessus de l'autre. Là, j'ai trouvé ça dingue et j'ai passé la caméra en mode infrarouge. Les objets que nous voyons là ont des caractéristiques de vol similaires aux objets que nous avons vus ailleurs. Celle de Terrell Copeland à Suffolk, c'est pareil. Elle clignote, change de couleur et se rapproche l'une de l'autre. Après cette rencontre, Michael a remarqué que l'activité au-dessus du lac s'était interrompue pendant près d'1 an. En septembre 2007, il a filmé de nouvelles séquences que l'équipe va à présent visionner pour la première fois. Ces objets ont volé dans un sens et dans l'autre juste devant moi pendant 1h30. Parfois, ils semblaient s'éteindre et je ne les voyais plus. Puis, ils réapparaissaient et devenaient très brillants. Alors, pendant que je filmais, un autre objet est apparu. S'il s'agissait de fusées, elles flotteraient et retomberaient. Cette nuit-là, il y avait une très belle lune d'automne orangée et les objets sont apparus sous la lune. J'ai peur que le deuxième objet ne soit qu'une image fantôme dans la caméra. Une fois l'image cadrée, je jetai un coup d'œil. Toujours avec vos jumelles. Les images filmées par Michael sont impressionnantes à cause de la taille du lac et aussi parce que cette zone est interdite de survol. Cette région est déserte sur une centaine de kilomètres. Tout cela rend les lumières enregistrées par Michael Lee tout à fait remarquables. Mais ces objets sont-ils nouveaux ou bien ont-ils été déjà aperçus quelque part? Le 4 mars 1988, le quotidien Le Cleveland Plain Dealer rapporte que Sheila Baker aurait vu plusieurs petits objets triangulaires sortir brusquement d'un énorme objet gris métallique en forme de ballon de football américain qui descendait sur le lac Erie. Les gardes-côtes auraient eux aussi assisté à l'événement. Il est écrit dans leur rapport que de plus petits objets auraient commencé à flotter près de la zone où le gros engin s'était posé. Il semblait explorer les environs. À ce jour, cet événement demeure inexpliqué. La description de ces objets approchant du lac Erie rappelle étrangement ce que Michael a filmé le 18 août 2006. Les expériences de Michael datent de bien plus longtemps que ne l'imaginait l'équipe. J'ai eu des contacts toute ma vie. Serait-il face à un contacté de niveau 5? L'équipe est à Cleveland, dans l'Ohio. Ils viennent de voir les vidéos prises par Michael Lee, où l'on voit d'étranges objets flotter au-dessus du lac Erie. Ce genre de sphère a déjà été vu auparavant. L'équipe pense que Michael aurait vécu une première phase de contact similaire à celle vécue par Terrell Copeland à Suffolk en Virginie. Michael va leur révéler que ses contacts avec les extraterrestres sont allés plus loin que ceux de Terrell. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai eu des contacts toute ma vie. J'ai des souvenirs de ceux que l'on nomme aujourd'hui des gris. Un matin, alors que je me préparais, j'ai vu du sang sur le plancher. J'ai nettoyé et j'ai continué ce que j'étais en train de faire. Je me suis brossé les dents et quand j'ai regardé par terre, j'ai vu qu'il y avait encore plus de sang. Pourtant, je n'avais aucune blessure ou autre. Quelques jours plus tard, je me suis réveillé et il y avait des êtres en train de m'opérer. J'étais attaché sur un lit et j'ai dit à l'être qui se trouvait à ma droite, « Je suis éveillé, conscient, je sais ce que vous faites, et ça fait mal. » Avez-vous eu d'autres contacts par la suite? Oui, il m'est arrivé un truc bizarre. Un soir, je suis sorti de chez moi par la porte de derrière, et il y avait un truc qui flottait en l'air, 2 sphères reliées par une barre horizontale. Chaque sphère ressemblait à une boule de plasma. Ces sphères que Michael a observées devant chez lui sont-elles les mêmes que celles vues par Terrell? J'ai suivi cette sphère en voiture et elle s'est divisée en 2 sphères. On a déjà entendu cette histoire. Oui. On nous a décrit des objets luminescents qui ne projettent pas réellement de lumière. La lumière en émane, elle est dedans. D'après vous, ces objets que vous avez vus auraient été envoyés pour entrer en contact avec vous et vous servir de guide. Je sais qu'ils savaient que je les filmais. Je crois vraiment être en contact avec une entité supérieure. Et ne pas l'écouter serait la chose la plus idiote que je pourrais faire. C'est un cas extrêmement intéressant.
Il a connu les 5 niveaux de rencontres rapprochées, de la simple observation au véritable contact extraterrestre. Maintenant qu'elle a en main les vidéos de Terrell et de Michael, l'équipe peut les comparer afin de déterminer s'il existe un lien entre ces deux contactés. Le docteur Ted Ackworth a reçu des copies des vidéos de Terrell et Michael. Il va commencer par déterminer si les lumières que l'on y voit sont dues à des lumières parasites ou à un autre type d'interférence optique. Voilà Jeff, nous avons reçu ces 2 vidéos qui, d'après Bill et Pat, pourraient correspondre à un même objet. Je me demande pourquoi il y a un point noir au centre de cet objet. Moi aussi, je pense que la caméra a été défocalisée. Si une des caméras est mal focalisée, 3 lumières peuvent sembler en être une seule. Dans ce cas, le contour de la lumière ou des lumières paraît flou et il peut s'avérer difficile de déterminer la taille ou la forme des objets. S'agit-il d'une aberration chromatique due aux composants électroniques de la caméra? Regarde, les objets ont des halos rouges. L'aberration chromatique est imputable au fait que les lentilles de mauvaise qualité d'une caméra ne peuvent concentrer qu'une seule couleur à la fois en un même point, ce qui donne des halos lumineux, des couleurs qui bavent et des images floues. S'il s'agissait d'une réflexion interne, les objets clignoteraient tous avec la même régularité. Mais ça semble pas être le cas ici. On élimine cette possibilité? Oui, on peut. Ces ovnis supposés ont-ils des traits communs avec des lumières conventionnelles? On ne dirait pas une lumière incandescente, ni aucune lumière créée par l'homme. C'est du jamais vu en imagerie. Je sais pas ce que c'est. D'après leur façon de se déplacer et de flotter, ces lumières ne sont ni des comètes ni des météorites, et elles ne ressemblent en rien aux lumières dont doivent être munis les aéronefs. Les couleurs changeantes et le clignotement ne correspondent à aucun véhicule de police ou de l'armée. Je ne sais pas si on pourra un jour donner une explication définitive. Ces sphères vues à 800 km l'une de l'autre seraient-elles le même objet ou groupe d'objets? Au début de la vidéo de Terrell Copeland, on ne voit qu'un seul point. Et c'est à peu près la même chose sur celle de Michael Lee Hill. Quand on les compare côte à côte, on constate clairement qu'il y a sur les vidéos de Terrell et de Michael une seule sphère lumineuse. Leur apparence et leurs mouvements sont foncièrement les mêmes, mais les conditions de tournage et le maniement de la caméra sont si différents qu'il devient difficile de pousser plus loin la comparaison. Je crois discerner aussi ici un halo coloré et peut-être le même effet de défocalisation. Ces séquences contiennent si peu d'informations que même en les traitant avec un équipement de pointe, nous n'aurons pas assez de données pour déterminer avec certitude la nature de ces objets. En fait, il est très difficile d'obtenir des images de qualité avec des caméras courantes dans de telles conditions. L'équipe doit à présent comparer les expériences de Terrell et Michael sous un autre angle et opte pour l'aspect le plus scientifique qu'il leur reste, les conditions sanguines de Michael. L'équipe fait venir Terrell et Michael à Boston, afin de déterminer une fois pour toutes s'il existe un lien entre ces deux prétendus contactés. On lance les tests. Il y a en effet une anomalie. Et l'analyse finale révèle des similitudes remarquables. On dirait bien que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Après avoir enquêté sur les déclarations de 2 personnes contactées, Terrell Copeland de Suffolk en Virginie et Michael Lee Hill de Cleveland dans l'Ohio, l'équipe se retrouve à Boston pour la phase finale de leurs investigations. L'équipe se sépare en 2 groupes afin d'emmener les sujets à l'hôpital. Terrell devra subir une batterie d'examens complets dirigée par un des plus grands experts dans le domaine cardio-pulmonaire, le docteur David Sistrom. Nous sommes à l'hôpital général du Massachusetts avec le docteur David Sistrom, directeur du laboratoire de recherche en soins cardio-pulmonaires. Par le passé, on a détecté dans le sang de Terrell une élévation anormale du taux d'enzyme créatine kinase, un trouble rare habituellement lié à un problème musculaire. Mais quel lien cela a-t-il avec les contacts extraterrestres? L'équipe cherche à savoir si le taux de cette enzyme est encore élevé dans le sang de Terrell et, le cas échéant, à obtenir une explication, chose que les médecins militaires n'ont pas pu fournir. Le docteur Sistrom a établi une série de tests dans ce but précis. Ce test en particulier permet de déterminer si vous êtes normal ou non par rapport aux personnes de votre âge et de votre corpulence.
Bien souvent, dans les cas de troubles musculaires, cardiaques ou pulmonaires, on ne détecte les anomalies qu'au cours d'un test d'effort. Nous pousserons Terrell au maximum de son endurance et on espère avoir des réponses sur lesquelles on pourra travailler. S'il y a bel et bien une anomalie, nous aurons une idée de sa nature. Nous pourrons déterminer si le problème vient de vos poumons qui vous limitent ou si c'est votre cœur ou vos muscles. Compte tenu de vos antécédents, il est très important que nous sachions si votre métabolisme musculaire fonctionne normalement ou pas. Pendant que Terrell passe ses tests, Michael arrive. Il va subir une prise de sang en vue d'une analyse complète. Juste avant d'enquêter sur votre cas à Cleveland, nous sommes allés à Suffolk parler à un jeune ex-marine qui a lui aussi observé des ovnis. Et la vidéo que nous avons vue est similaire à la vôtre. Cependant, Terrell, l'autre personne, a une anomalie sanguine rare. Étant donné vos observations fréquentes d'ovnis et vos contacts, nous pensons que vous pouvez avoir un genre d'anomalie sanguine. Nous allons faire analyser le sang de Michael Lee. S'il présente un taux élevé d'enzyme créatine kinase, ça pourrait être la clé de cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est que la concentration de créatine kinase est encore élevée aujourd'hui dans votre sang. C'est très inhabituel que le niveau n'ait pas baissé au bout de près de 7 ans. Normalement, une élévation de la créatine kinase est un signe de blessure musculaire. Le fait que cette élévation ait persisté aussi longtemps laisse croire que le problème serait ailleurs. En analysant le sang de ce patient et celui de Terrell Copeland, avez-vous trouvé des éléments communs ou des différences? Il y avait un indicateur d'inflammation générale, pas spécifiquement musculaire, qui était anormalement élevé. Les tests indiquent que le sang de Terrell et de Michael présente un niveau élevé de cette enzyme. Rien ne me permet de pousser plus loin la comparaison. Même si le docteur refuse de spéculer sur les liens possibles du taux anormalement élevé de l'enzyme créatine kinase dans les deux échantillons de sang, ou d'où vient cette anomalie, il n'en reste pas moins que Terrell et Michael ont en commun un niveau élevé d'enzymes dans leur sang. Maintenant qu'elle possède ces résultats surprenants, l'équipe décide qu'il est temps de réunir les deux hommes pour la première fois. Vous avez tous les deux été non pas enlevés, mais contactés par des extraterrestres. C'est très particulier. J'ai vu des engins de toutes les formes et de toutes les tailles. Et souvent, sans forcément les entendre, je sais qu'ils sont là parce que je ressens leur énergie. Je pense que c'est une forme de communication. Ils se rapprochent de plus en plus chaque année. Je suis convaincu que tout cela mènera à une rencontre avec une entité biologique. Je ne doute absolument pas que quelque chose communique avec moi, parce qu'à un certain stade, tout doute est balayé. Maintenant que Terrell et Michael savent qu'ils ont vécu des expériences de contact similaires, l'équipe leur révèle les résultats stupéfiants de leurs tests. Nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. Vous avez tous les deux un niveau très élevé de créatine kinase dans votre sang. Terrell, suite au test cardio-pulmonaire, le Dr Systrom pense que ce taux élevé est directement lié à votre état musculaire. Pour vous, Michael, il n'avait pas fait assez d'analyse pour savoir à quoi ce taux élevé d'enzymes pouvait être lié. Mais d'après le docteur, elle serait systémique. Il se pourrait que votre sang partage un trait physiologique rare avec celui de Terrell. Ne venez-vous pas de le prouver? Ce que ça nous apprend, c'est que si nous devions faire passer des tests médicaux à d'autres contactés, nous devrions rechercher cette même caractéristique, qui semble commune à un certain niveau de contact. Bill, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir vérifier sur une douzaine, ou même 2 douzaines de personnes enlevées, s'ils présentent cette même anomalie sanguine. C'est d'ailleurs assez simple, une prise de sang suffit. Je serais curieux de savoir si on retrouverait la même caractéristique chez ces 12 ou 24 personnes. Ce serait assez convaincant. Savoir que nous avons vécu les mêmes expériences et que nous partageons la même condition sanguine, c'est phénoménal. Il y a des liens très intéressants entre les cas de Michael et de Terrell. Mais je ne sais pas si ces gars ont seulement vu des ovnis ou s'ils ont réellement établi un contact avec les extraterrestres. Certaines séquences vidéo présentaient des similitudes. Il se peut qu'ils aient observé la même chose.
Pour ce qui est des tests sanguins, nous avons réalisé tout un ensemble d'analyses, et la seule chose inhabituelle que l'on retrouvait dans les deux échantillons, c'était cette enzyme. Il y a forcément un rapport entre eux, puisqu'ils ont tous les deux un niveau d'enzyme créatine élevé et qu'ils ont observé les mêmes phénomènes. Je pense que malgré l'analyse exhaustive effectuée, nous n'avons pas établi de lien prouvé. Dans les deux cas, il semble y avoir autre chose. Quelque chose sous la surface, et il faut parfois savoir se contenter de ça. Les vraies réponses se trouvent dans la quête, et non dans la solution. Aujourd'hui encore, Voyager 1 poursuit son chemin dans l'espace, portant avec elle la preuve de notre existence. Mais la NASA estime qu'il faudra encore 40 000 ans avant que la sonde n'atteigne le système planétaire le plus proche de nous, et qu'elle ait une chance de faire connaissance avec une espèce semblable à la nôtre. Pendant ce temps sur la Terre, de plus en plus d'êtres humains affirment avoir été contactés, au point que certains se demandent si le premier contact n'aurait pas déjà eu lieu.